Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravité Zéro. Vous l'avez sûrement remarqué, dans le premier épisode, je ne parle pas à 100% d'astronomie. Pour une chaîne basée sur l'astronomie, c'est quand même un peu dommage. Mais je trouve que ce premier épisode était plus ou moins nécessaire au vu surtout des premières questions qu'on m'a posées. Mais maintenant, on peut mettre les pieds dans le plat, rentrons directement dans l'astronomie. Cet épisode aura pour but de construire ou consolider les différentes bases de l'astronomie dans votre esprit. C'est le sujet principal de cette émission, et je vais parler de différents objets de notre ciel, ou employer certains termes, je dois donc clarifier certaines choses dès maintenant. Il y a énormément de choses à savoir sur l'astronomie, et un épisode d'une dizaine de minutes ne suffira pas à tout énumérer, et en plus de ça, je suis loin de tout savoir. Mais en toute humilité, je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce grand espace tout vide qui en vérité ne l'est pas tant que ça. Premièrement, faisons un petit rappel de la définition que j'avais déjà employée dans le premier épisode. Donc l'astronomie, c'est la science et l'observation des astres et objets de l'univers. Son rôle est d'expliquer leur présence, leur origine et ainsi leur devenir. C'est aussi l'étude particulière des mécanismes physiques ou encore chimiques qui se produisent dans cet univers. Donc oui, c'est une définition succincte, mais je trouve qu'elle pose déjà une bonne base sur laquelle on pourra s'appuyer par la suite. Il est aussi important de savoir grossièrement comment l'astronomie que nous connaissons aujourd'hui a pu évoluer à travers l'histoire. Non, sans utiliser la DeLorean cette fois, et juste après, c'est promis, on va savoir quelles sont ces fameuses bases à connaître. Notons d'abord que comme on l'a vu dans le premier épisode, l'astronomie serait la science la plus ancienne, déjà à l'âge de bronze ou encore au néolithique. C'est quoi ça? Hein? Là au bout de mon doigt là, c'est quoi? Comment ça au bout de ton doigt? Mais je vois rien moi. Mais non mais pas mon doigt, dans le ciel là, le point brillant. Ah ça! Bah je sais pas moi, c'était déjà là hier? Hier? Non mais tu te fous de moi, depuis que t'es né, c'est là, viens pas me dire que tu les avais jamais vus. Bah je sais plus. Après les avoir un peu plus étudiés, on en a déduit la périodicité des équinoxes ou encore la fréquence des saisons, nécessaires à la vie de tous les jours. Faisons maintenant un bond dans le temps et arrêtons-nous en Grèce antique. C'est dans ce moment de l'histoire et ici que sont donnés les noms des constellations que nous utilisons encore aujourd'hui. Si vous avez vu l'excellente exoconférence d'Alexandre Astier, cette époque vous est sûrement déjà familière. Mec, tu devrais revenir, la soirée commence tout juste à devenir chaude là. Un ours. De quoi? Je suis pas fou, regarde. Tu prends les 6 étoiles là. Lesquelles? Là, attends, viens voir. Ces deux là, et le carré là. Ouais. Tu vois, avec celle du dessous, ça fait les pattes. Donc un ours. D'accord. Tu rentres comment toi déjà? Bah je... T'embête pas, je t'appelle un Uberchar. Par la suite, Ptolémée regroupera plus de 1000 étoiles en 48 constellations. À partir de là, l'astronomie doit son évolution à celle des mathématiques, et à partir de la fin du Moyen-Âge, nous voyons l'invention des différents objets d'observation. Monsieur Galilée, Qu'est-ce qu'il y a encore? Je bosse là, hein. les rumeurs disaient vrai. Le Hollandais Hans Lippershey a bien construit un objet permettant de voir les objets éloignés. Ils appelleraient ça une longue vue. Une longue vue. Il faut à tout prix que je me procure un de ces machins. Effectivement, ce n'est pas Galilée lui-même qui invente la longue vue, mais c'est lui qui, après des modifications de sa part, décidera de l'orienter vers le ciel pour observer ce qui s'y trouve. La lunette astronomique est née. Et bien sûr, nous avons aussi des objets d'expérimentation, ce qui peut aller jusqu'à la construction d'une station spatiale ou encore de base sur d'autres corps célestes si on est optimiste. Premièrement, on va faire un petit point Google Maps. Où sommes-nous? Première chose, la Terre est ronde. Eh oui, désolé les plateux. Donc, nous nous trouvons sur la planète Terre, qui elle-même fait partie du système solaire, qui lui se trouve dans le bras d'Orion, faisant partie de la galaxie la Voie lactée, qui elle-même se trouve dans notre groupe local de galaxies, qui lui-même se trouve dans le super amas de la Vierge. Ça y est, vous êtes au point? Non? Ok, bon, on va se pencher un peu dessus. Bon, la Terre, vous la connaissez, c'est notre petite et fragile maison. La Terre est la 3e planète de notre système solaire. Mercure, Vénus, Terre et Mars sont les planètes dites telluriques de notre système. Elles ont donc un sol dur et sont majoritairement constituées de roches. Tout ce petit monde est séparé par la ceinture d'astéroïdes,
des planètes dites gazeuses, constituées donc majoritairement de gaz, avec la plus grosse, Jupiter, à la suite Saturne, Uranus et Neptune. Et non, pour ceux qui le pensaient encore, Pluton ne fait plus partie des planètes, mais fait partie des plusieurs dizaines de planètes naines présentes dans notre système solaire. Ce système ne s'arrête pas là. En effet, derrière l'orbite de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, ou de Kuiper pour les anglophones, qui est une ceinture d'astéroïdes aussi. Et enfin, on considère plus ou moins que notre système solaire s'arrête au nuage d'Oort. Ce nuage, comme son nom l'indique, serait une grande région sphérique autour de notre système. Il serait constitué majoritairement d'objets glacés comme des comètes. Tous ces objets orbitent autour de notre Soleil, une étoile de type naine jaune, ce qui constituerait la majorité des étoiles dans notre galaxie. Cette fameuse galaxie, la Voie lactée, est un ensemble d'étoiles en orbite autour d'un point central supermassif. Il n'y a pas longtemps, la recherche scientifique a réussi à prouver que ce point central était en général, si ce n'est tout le temps, un ou des trous noirs supermassifs. Il y a plusieurs types de galaxies. La nôtre fait partie des galaxies spirales. Ce tourbillon d'étoiles forme des bras partant du centre jusqu'au bord extérieur. Le nôtre est nommé le bras d'Orion. Pour dézoomer encore un peu plus, les galaxies, de par leur forte gravité, s'attirent entre elles. Que leur formation soit issue du même amas de gaz ou qu'elles se rejoignent durant leur existence, les forces de gravitation entre galaxies forment des amas de galaxies, comme notre amas local ou encore ce super amas de la Vierge dans lequel nous nous trouvons. Pour la petite histoire, vu que les galaxies s'attirent entre elles, il arrive que deux d'entre elles rentrent en collision. Ce sera notre cas dans environ 4 milliards d'années avec la grande galaxie d'Andromède. Voyons à présent quelques notions de distance. Au fur et à mesure des épisodes, vous m'entendrez sûrement parler d'années-lumière, d'unités astronomiques ou encore de parsecs. Et oui, l'univers c'est grand, très très grand. Et des milliards ou même millions de kilomètres, c'est pas hyper simple à se représenter dans la tête. On va donc introduire ici ces différentes unités utiles. L'unité astronomique. L'unité astronomique est la distance qui sépare la Terre de notre Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Nous nous trouvons donc logiquement à une unité astronomique du Soleil. Vénus étant juste avant nous par rapport au Soleil, est à une distance de ce dernier de 104 millions de kilomètres, soit 0,7 unités astronomiques. Et Mars, qui est juste après nous, à son point le plus proche de l'étoile, est à plus de 206 millions de kilomètres, soit 1,38 unités astronomiques. L'année-lumière. Et oui, bien qu'il y ait année dedans, c'est bien une unité de distance. L'année-lumière est la distance que parcourt la lumière en un an. En effet, la lumière n'est pas instantanée, elle possède donc une vitesse, environ 1 milliard de kilomètres par heure. En un an, un photon parcourt un peu plus de 9452 milliards de kilomètres, soit 63 000 unités astronomiques, soit une année-lumière. Et pour finir, le parsec. Bon, ici, côté définition, je vais pas vraiment m'attarder dessus, ça parle d'angle, de seconde d'arc, c'est assez compliqué et c'est pas le sujet de ce podcast. Je vais pas en rajouter, je vais juste vous dire qu'un parsec vaut un peu moins de 31 000 milliards de kilomètres, soit 206 000 unités astronomiques, soit 3,26 années-lumière. Bon voilà. En gros, je pense que vous êtes déjà bien équipés pour la suite. Pour rappel, j'ai donc abordé pas mal de choses dans cet épisode, j'ai donc insisté pour m'en tenir aux grandes lignes. Je pourrais détailler la constitution réelle de notre système solaire, ou encore parler du cycle chimique CNO des étoiles, mais ici c'est vraiment pas le sujet. Mais bon, dans l'ensemble, les bases sont posées, et si je dois détailler d'autres termes durant les épisodes, je pourrais le faire au fur et à mesure. S'il y a d'autres définitions que vous aimeriez connaître, je vous invite à vous rendre sur le site de Futura Science, dans la partie astronomie, définition. C'est assez bien fait, c'est assez bien construit, c'est assez instinctif, et on trouve pas mal de définitions. Voilà. J'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu et appris des choses, si ce n'est les deux, on croise les doigts, et moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Gravité Zéro.